Mais la neige se déposera alors sur la glace. L'espace d'un instant, chacun pensa à une circonstance triste, à un enterrement ou à quelque chose À 6 ans, Antonio ne croyait plus au miracle, vendait des pierres de jet comme porte-bonheur et savait tirer les cartes, car la muette Teresa lui avait garanti que c'était la seule science qui pouvait convaincre les hommes sans avoir l'inconvénient d'être vraie. À 8 ans, elle lui apprit à reconnaître les mauvais aguadores, les porteurs d'eau, qui vendaient l'eau sale du lac en la faisant passer pour de l'eau propre de pluie. Mais aussi les épiciers, qui déréglaient leur balance grâce à un trombone déformé, les ouvriers qui revendaient les vis destinées au coffrage des chantiers, et les dresseurs de coqs de combat qui, dans les galodromes, cachaient des lames de rasoir sous la griffe des éperons. Elle l'avait préparé à cette vie dure, pleine de prudence et de nécessité, de bataille et de méfiance, au point que si un pasteur, pendant une messe, annonçait brusquement la nouvelle qu'un saint s'était mis à pleurer, Antonio était le premier à lever les yeux au plafond de l'église pour voir d'où venait la fuite d'eau. Pela el Ojo était alors une sorte de grand marécage écrasé de chaleur aux rives humides, peuplé de maisonnettes sur pilotis aux portes toujours ouvertes. Les habitations étaient édifiées sur cette eau trouble, avec des cuisines à la belle étoile, de vieux fourneaux noircis et des poubelles flottantes que la ville avait rejetées dans ses faubourgs. On y pétrissait du pain, on y trafiquait du carburant. Les enfants vivaient nus sur ces palafites, circulant sur le squelette de 1000 troncs d'arbres sans cesse rafistolés, pataugeant sur la surface du lac comme les palais de Venise, ce qui autrefois avait fait dire aux navigateurs vénitiens qui étaient venus avec leurs odeurs de vélin et de seaux de cire, qu'ils y reconnaissaient une petite Venise, une Veneziola, une Venezuela. L'immobilité de ces paysages ne faisait toutefois plus rêver aux anciennes cités des Caraïbes, de Tamanaco et de Mara, peuplées de femmes vêtues de mantes brodées d'or et de robes de coton, de jeunes aux torses couverts d'une fine poudre argentée et de nouveau-nés emmaillotés dans des fourrures de jaguar. On n'imaginait plus une nation avant les nations, des hommes déguisés en aigles, des enfants qui parlaient avec les morts et des femmes qui se transformaient en salamandres. À ce jour, ce n'était alors qu'un bourg sans poésie, des toitures de palmes chaudes, des adolescents chaussés de sandales découpées dans des pneus de pick-up. Les taudis étaient construits avec de vieux capots de camions Indiana Trucks, les poignées de fenêtres avec des boîtes de conserve, les chaises revêtues d'affiches en aluminium de Shell. Et comme les pluies étaient violentes et qu'il fallait protéger les toits de palmes, on achetait de vieilles pancartes de publicité de la Chevrolet, volées la nuit le long des autoroutes, si bien que l'on pouvait voir inscrit sur tous les revêtements des bidonvilles, là où dormaient des gens sans permis de conduire, « Pas de bonheur sans Chevrolet ». Ces pluies qu'on appelait palo de agua enflaient souvent le lac en le faisant déborder de son lit. L'eau inondait la plaine par lentes avancées, noyant les campagnes. Les averses pouvaient s'abattre en continu pendant 40 nuits furieuses, couvrant les prés de perroquets morts, et quand la marée arrivait jusqu'aux fermes et submergeait les cultures, les milliers de langoustes nageaient depuis le golfe jusqu'aux pousses de maïs et s'offraient un banquet sous-marin qui décimait en 2 semaines la récolte de l'année. On maudissait les langoustes à Maracaibo comme on maudit les sauterelles en Égypte. C'est dans ce monde qu'Antonio grandit en pêchant sur le lac. Nageant au cœur des mangroves et des palétuviers, son alimentation ne fut composée que de poissons-chats, de maigres à la chair blanche, de crabes bleus et de crevettes d'eau douce géantes, au point que la muette Teresa commença à croire, dans ses rêves les plus intrépides, que des branchies allaient lui pousser et qu'Antonio se mettrait à respirer sous l'eau. Un jour, alors qu'il avait 11 ans, il rangea ses hameçons et ses lignes dans un sac, se dirigea vers le ponton du village et vola une pirogue. Des enfants l'aperçurent et le dénoncèrent. Il ne fallut pas attendre longtemps pour voir arriver au loin les propriétaires de l'embarcation. C'étaient les hommes riches de la Rita, ceux qui avaient le pouvoir, ceux qui faisaient la loi de ce côté du lac, Manu Muro, un grand gaillard de 2 mètres aussi large à la ceinture qu'aux épaules, Hermès Mantero, un petit nerveux rouge de colère, et Asdrubal Uribari,
Un métis aux yeux verts et aux pieds beaux, vêtu d'un marcel blanc qui agitait les bras avec un torchon à la main comme s'il s'était levé précipitamment de table. « Antonio, je te reconnais !» cria-t-il. « Viens ici !» Le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy. Lu par Miguel Bonnefoy, Bertrand Pazos et Zelda Pérez. Actes Sud Audio. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.